Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réalise les exercices pratiqués du cours Apprendre à créer votre site web avec HTML et CSS. Donc, il y a 5 parties dans ce cours et dans les 3 premières parties, il y a des exercices pratiqués. Donc, dans un premier temps, je vais expliquer le contenu de ce cours et dans un second temps, je vais installer les cours dans un dossier à part et dans un troisième temps, je vais les réaliser. Donc, dans la première partie, on voit les bases du HTML, qu'est-ce que sont les balises et comment les utiliser. Dans la deuxième partie, on voit les bases du CSS, quelles sont les différentes propriétés et comment fonctionne le CSS, comment l'utiliser. Dans la troisième partie, on voit des notions associées du HTML et du CSS, notamment le CSS. On voit dans le premier chapitre des notions avancées sur le HTML concernant les balises sémantiques ou les balises sectionnantes, qui permettent de découper le document HTML en différentes parties bien distinctes, comme dans le monde de l'imprimerie, avec une en-tête, un pied de page, un sommaire, un fil d'Ariane, du contenu alternatif et surtout un contenu principal. Après, en CSS, on voit la notion de modèle de boîte qui est essentielle pour pouvoir comprendre et utiliser à bien le langage CSS. Ensuite, il y a 2 chapitres consacrés sur la mise en page, avec un chapitre entier dédié au Flexbox qui est relativement récent et qui est une des manières les plus simples aujourd'hui de mettre en page, c'est-à-dire de définir le positionnement de blocs ou de balises HTML. Après, dans le deuxième chapitre sur les mises en page, on a d'autres techniques de mise en page. Donc, il a abordé la notion de float, de display inline, de vertical align et de positionnement. Après, on a un travail pratique. Dans la quatrième partie, on a des notions avancées surtout sur le HTML et le CSS. Donc le HTML, c'est pas très compliqué, donc les notions avancées non plus ne sont pas très compliquées. On voit comment construire des tableaux en HTML, des formulaires pour les entrées des utilisateurs et enfin des balises multimédia pour l'audio et la vidéo. Enfin, pour le CSS, on voit comment mettre en place la responsivité. Enfin, pour le CSS, on voit comment mettre en place le responsive à l'aide de Media Queries. Enfin, la partie 5 est un peu un récapitulatif de tout le cours, à part le premier chapitre qui n'est pas vraiment très utile. Donc, cette partie étant faite, je vais mettre en place les différents exercices pratiqués sur mon ordinateur. Donc, je prends leur code et je les mets sur mon espace de travail. Alors, je vais ouvrir VS Code dedans et juste définir des fichiers HTML comprenant les noms pratiqué 1 HTML, pratiqué 2 HTML et pratiqué 3 HTML. Donc, j'utilise des raccourcis clavier pour créer de nouveaux fichiers. Moi, c'est CTRL-N sur Linux, mais ça devrait être différent chez vous, je pense. Donc, pratiquer 1.html. J'utilise les abréviations emmet pour créer le corps de mon contenu. Donc, je peux mettre pratiquer 1 aussi dans le titre. Je mets des espacements pour que ça soit clairement visible. Pratiquer 2.html. Je peux copier-coller tout le code pour aller plus vite. J'ai juste à changer le titre. Et je fais pareil pour pratiquer 3.html. Je colle, je change le titre. Maintenant, je vais copier le code sur les différentes pages. Donc, le lien est ici. Donc, je prends juste ce qui m'intéresse. Apparemment, c'est le titre. Je vais le copier et le mettre à la suite de mon titre ici. Et j'ai besoin des actions à réaliser. Donc, je vais prendre la liste des éléments à réaliser. Je vais les mettre dans une balise UL. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que ça signifie, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je les colle comme ça et je les rajoute aux listes à puces de ma balise UL. Comme ça, j'aurai l'énoncé directement sur ma page de code. C'est bien que vous voyez comment j'utilise VS Code et comment j'utilise, que vous voyez à quoi ça devrait ressembler de votre côté. Une bonne manière de voir que vous voyez dans la pratique et comment font les gens de la profession. C'est toujours bon de savoir, de voir de visu comment ça se passe. Là, je mets une balise HR pour faire une ligne de séparation entre l'énoncé et le cours. Donc, je vais mettre un titre H1 pour dire énoncé.
pour le deuxième, je prends donc son code. Donc, on a le titre ici. Je vais coller ici. Et le contenu du body que je vais coller dans le body. Je vais prendre l'énoncé ici. Faire ma séparation avec HR et créer une liste à nombre avec 6 éléments que je vais copier-coller dans chacun des UL. J'utilise beaucoup de raccourcis clavier, autant pour supprimer, déplacer, coller, faire des sélections multiples et plein d'autres choses qui me sont utiles pour accélérer ma manière de coder. Donc, je prends le troisième code et je le mets dans la troisième page. Donc, le blog trotteur. Donc, pour indenter le code, c'est-à-dire respecter des séparations de tabulation en fonction de l'imbrication des balises, je sélectionne tout le texte, je fais CTRL-K, CTRL-F, et mon VS Code va indenter de manière automatique mon code. Donc, je vais le faire pour tous. Cela me permet d'avoir un code lisible et sécurisé, parce que quand le code n'est pas indenté, l'invitation à faire beaucoup d'erreurs. Donc voilà, je n'ai plus besoin de tous ces éléments. Je peux tout fermer. La dernière chose qui peut me rester à faire, c'est créer un fichier index qui va me permettre d'aller sur ces différentes pages. Je peux mettre pratiquer ici. Et les exercices pratiqués du cours HTML5 CSS3 du P2 développeur web. Ensuite, je peux créer une balise UL qui contient les liens vers les 3 cours. Donc, il y aura 3 balises UL qui contiennent chacun une balise A avec un SRC qui va vers le fichier pratiqué avec un $, pour exprimer le numéro et lancer la tabulation. Donc, ce n'est pas SRC, c'est href. Donc, j'ai du rouge ici, mais c'est par rapport à un de mes plugins qui me dit qu'il faut mettre du texte dans les balises. Sinon, c'est pas... pratiquer 1 ici. Pratiquer 2. Et pratiquer 3. Donc là, je vois que j'ai une erreur dans la nommation. Il me manque un Q ici. Donc si je lance le index dans le navigateur, j'aurai mes exercices et je pourrai y accéder comme ça. Donc c'est un peu pratique. Je peux en plus lui dire que je veux qu'il ouvre le chemin vers dans une nouvelle fenêtre. Donc je mets un attribut target et je lui donne la valeur blank. C'est comme ça qu'on fait pour ouvrir un lien dans une nouvelle fenêtre. Il me permet bien d'aller dans une nouvelle fenêtre pour le lien que je clique. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir passer à la pratique. Donc, c'est parti pour le premier exercice. Alors, on va rajouter un titre H1 qui contient un petit exercice sur le HTML. Ensuite, on me dit de créer un paragraphe contenant cette phrase. Voici mes amis préférés. Ensuite, on me dit d'ajouter une liste ordonnée. Donc, il y a différents types de listes. Les listes non ordonnées, donc unordered list. Les listes ordonnées, ordered lists. On peut avoir aussi des listes de menus. Et le point commun entre ces 3 balises, c'est les éléments qu'ils contiennent. Donc, on va créer une liste ordonnée. Et chacun des éléments de la liste ordonnée, un ordonné ou
de menus contiennent des balises li par défaut. Et donc, il nous demande de dire 3 animaux que j'aime bien. Après, ils me disent, mettez en valeur en emphase le premier élément de la liste. Donc, en emphase, avant que le CSS n'existe, on faisait l'emphase avec des balises. Donc, c'était une balise EM comme emphase qui permettait d'obtenir un texte en emphase. Pour obtenir un texte en gras, on utilisait soit la balise strong, soit la balise B, comme bold, qui faisait exactement le même résultat. Mais avec le CSS, on fait différent. Mais ce cours n'est pas consacré au CSS, donc on va utiliser la balise d'emphase bold ou strong, ou emphase qui le met en italique en fait. Donc voilà pour l'exercice 1. Maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 2. Donc, pour rappel, l'exercice 1, c'est pour l'HTML uniquement. L'exercice 2, c'est pour le CSS uniquement. Et l'exercice 3, c'est pour les notions avancées d'HTML, mais surtout de CSS. On nous demande d'appliquer certains styles à notre document. Donc, avant de commencer, je vais faire un peu de présentation des technologies qui sont à disposition à travers VS Code et le navigateur. Donc là, j'ai ouvert la console avec la touche F12 et je vais expliquer un peu comment fonctionne cette console et comment fonctionne le CSS à l'intérieur. Donc là, on a notre document HTML tel qu'il est défini ici dans le code et je peux interagir directement à travers la console en direct donc avec le document, que ce soit en HTML, en CSS ou encore en JavaScript. Donc là, on va s'occuper plus du HTML. Donc, on nous demande de définir la couleur du titre en rouge. Donc, il y a 3 manières de définir du CSS dans un document HTML. On peut le définir au sein d'une balise en définissant un attribut nommé style dans lequel on met les propriétés associées à la valeur désirée. Donc, on met la propriété séparée d'un 2 points avec la valeur désirée et on finit avec un point-virgule. Donc, quand je clique ailleurs, je vois que ça s'applique bien. Je peux changer la couleur et aussi la valeur que je viens de définir se met directement dans le cadre dédié au CSS dans la console. Donc, je peux changer ici la couleur encore. Et elle s'appliquerait directement dans la partie du CSS. Donc, je peux encore changer ici et c'est pareil. Donc, on voit ici qu'il y a écrit élément de style. Donc, élément de style, ça correspond à quand on définit le CSS dans une balise avec l'attribut style. Il se met dans élément de style. Donc, c'est l'élément avec l'attribut style. Sinon, on peut définir le CSS n'importe où dans le document HTML en créant une balise nommée CSS. Donc, je crée une balise directement dans la console et dedans, on peut mettre du style. Donc là, je dois cibler l'élément que je veux. Donc, si je veux toujours cibler le H1, j'écris le nom de la balise H1 et je dis, par exemple, son background à rouge. Donc, je vois que le background devient rouge, la couleur est à rose et j'ai la règle que je viens juste de définir dans cette balise-là qui s'applique, qui est visible dans la partie du CSS de la console ici. On voit qu'il y a écrit style ici. Si je clique, il me met en surbrillance la balise en question. Donc après, je peux toujours modifier ici. Donc je peux changer la couleur ici. Si je mets white, il ne va pas s'appliquer parce que éléments de style, les styles qui sont définis à l'intérieur des balises avec l'attribut style auront toujours une propriété, auront toujours une spécificité plus grande que n'importe quelle autre définition de style. Donc, on verra juste après qu'est-ce que c'est qu'une spécificité en CSS. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on définit le style au sein d'une balise, ça écrasera toujours les autres propriétés qui pourront être écrites n'importe où ailleurs. Donc, si je décoche cette règle, on voit que le style blanc s'affiche bien. Donc, on peut cocher, décocher les règles. Et ça s'applique en direct sous nos yeux. Donc, il y a une troisième manière de définir du style dans un document HTML, mais je ne peux pas le faire dans la console, je le ferai dans VS Code. Donc, autre chose à savoir dans le CSS, c'est qu'on peut rajouter des nouvelles propriétés comme ça.
et dire qu'on définit la cible et qu'on lui met des propriétés que l'on souhaite. Donc là, c'est une classe que j'ai définie et je peux rajouter un attribut classe à ma balise de cette manière. Donc, je fais un double clic et je rajoute la propriété. Donc, j'ai dit border solid. Donc, on voit que la couleur est à blanc et du coup, la couleur de la bordure sera blanc. Si je mets la couleur à bleu, le texte sera bleu et la couleur bleue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux définir une couleur par défaut à ma bordure, qui sera orange cette fois-ci, et lui définir une taille. Par défaut, c'est 3 px. Et si je mets 10 px, on voit que la valeur est plus grande. Et si je reviens à 3 px, on voit que c'est la même valeur que quand il n'y en a pas. Après, on peut faire des recherches de classe, rechercher des propriétés en particulier. Donc, si je me mets ici et que je tape border, j'aurai toutes les propriétés border qui sont définies pour cette balise qui est sélectionnée. Donc, on voit qu'il y a toute une liste parce que border, en fait, c'est une propriété CSS agglomérée de plusieurs propriétaires. Donc, voilà la liste de toutes les propriétés. Donc, on peut juste définir une propriété pour toutes les définir. Il en existe, on appelle ça des super propriétaires. Border est une super propriété de toutes les propriétés que l'on voit ici. Il existe quelques super propriétés en CSS comme background et beaucoup d'autres. On verra ça un peu plus tard. Donc voilà pour la console ce que j'avais à montrer. Il y a aussi ce panneau qui permet de définir des pseudo-formats à nos balises et je verrai ça un peu plus juste après avec vous. Donc si je réactualise la page, je perds tous les éléments que j'ai définis dans la console juste avant. Tous les styles que j'ai définis dans la console juste avant. Donc je vais baisser et passer au document dans VS Code. Donc, j'ai dit que je peux définir le style dans une balise avec un attribut de style. Je peux définir le CSS avec une balise de style que je peux mettre n'importe où dans mon document. Je pourrais le mettre au sein du head, que je peux le mettre au début du body, que je peux mettre à la fin du body. Ça ne change absolument rien. Si je cible une balise UL et que je lui mets une border solide, ça s'appliquera aussi bien ici que là. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'importance. Une troisième manière de définir du CSS, c'est de le définir dans un fichier à part. Un fichier de style. Par convention de nommage, on l'appelle toujours style.css. On pourrait l'appeler n'importe comment. Hein. Donc là, on voit qu'il ne voit rien parce que le fichier n'existe pas. Donc si je crée ce fichier style.css et que je lui mets les propriétés de border que je viens de définir à l'instant, on va voir que ça s'applique très bien. Donc la balise link permet entre autres, peut faire plein d'autres choses, mais permet entre autres de lier le document HTML avec un fichier de style. Donc par souci de facilité, je vais utiliser une balise de style pour faire l'exercice. Donc on me demande de cibler la balise H1 pour lui définir une couleur à rouge. Donc il y a la notation en texte pour définir des couleurs. Et autant dans la console que dans VS Code, je peux avoir accès à la couleur en mode RGBA. Donc RGBA, c'est quand il y a 3 valeurs et hexadécimal, c'est quand il y a 6 valeurs. Et on a une valeur de transparence qui est la valeur alpha. On peut la définir manuellement ou au clic. On peut prendre une pipette pour choisir une couleur dans notre document. Donc, c'est un outil qui est accessible en cliquant sur ce petit résumé de couleurs qui est associé à chaque couleur qui est définie dans la console du côté CSS. Donc, on a à peu près la même chose côté VS Code, sauf que c'est un plugin que j'ai dû installer dans l'onglet des plugins de VS Code et qui permet d'avoir accès aux couleurs correspondant à ce que j'ai mis. Donc là, on voit 255,00. Donc 255, ça correspond à la valeur F en hexadécimal et 0 à la valeur 0, tout simplement. Donc 0, c'est pour le noir et F, c'est pour le blanc. Donc si je mets par exemple 0, 0, 0, on va voir que mon H1 sera défini en noir. Si je mets F, 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 il sera défini en blanc. Donc là, on ne peut pas le voir parce que le fond est blanc.
Donc, c'est RGBA, R, c'est red, G, c'est green, et B, c'est blue. Donc, si je mets F00, j'aurai du rouge. Si je mets 0F0, j'aurai du vert. Et si je mets 00F, j'aurai du bleu, RGB. Donc, on me demande de le définir en rouge, ce que je fais. Deuxième exercice, agrandir le titre H1 pour lui donner une taille de 3 EM. Donc, pour les notions EM, ça veut dire en phase, et c'est une unité de dimension relative en HTML. Donc, qu'est-ce que j'entends par taille relative? Par défaut, tout document HTML a une taille de caractère définie à 1 EM valant un certain nombre de pixels. Par défaut, 1 EM dans un document HTML vaut 16 pixels. Donc, si par exemple, je dis au body, je lui donne une valeur de texte, donc pour définir du texte, une valeur de texte, on utilise la propriété font size. 16 px, ça ne va rien changer du tout, parce que par défaut, les documents ils sont à 16 px. Par contre, si je dis 26 px, on va voir que toutes les tailles vont changer. Donc, je retourne sur 16 px, et dans le document H1, je dis un font size à 2 EM. Du coup, 16 px fois 2. Si je sauvegarde, je vois que ça ne change rien, parce que par défaut, les balises H1 ont une valeur de font size à 2 EM. Donc, la console, si j'inspecte mon élément, je vois qu'il a ma règle ici, définie à la ligne 11 de mon document HTML, ici la ligne 11, à 2 EM. Mais par défaut, ici on voit feuille de style User Agent. Donc User Agent, c'est le navigateur, le browser, le navigateur. Lui définit les règles par défaut et ça peut changer de navigateur en navigateur. Mozilla et Safari vont avoir potentiellement des règles différentes pour chacun des éléments HTML. Donc on voit ici que la règle est barrée, mais par défaut, elle valide déjà 2 EM. Donc quand je définis 2 EM, ça ne change pas grand-chose. Donc eux, ils nous demandent de le définir à 3 EM. On voit que la taille change. Si je change la taille par défaut de mon document de 16 px à 26 px, on va voir que la taille aussi du H1 va changer. Par contre, si j'avais défini la taille de mon H1 à 30 px par défaut, que je change le font size du body de 16 à 26 ou de 26 à 46 px, lui, le H1, il va toujours rester à 30 px parce qu'il n'est pas relatif 30 px. Par contre, EM est relatif. Donc, si je mets EM ici, mon H1 va devenir immensément plus grand. Donc voilà, je voulais aborder cette notion d'unité en phase EM et de comment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a aussi une unité qu'on appelle REM. Donc lui, il est vraiment relatif de relatif, mais c'est une notion un peu plus avancée que je ne vais pas aborder ici. Je reviens à mon état naturel et je continue l'exercice. Centrer la figure et sa description. Donc, il y a énormément de manières de centrer des éléments en CSS. Je vais montrer 3 manières de centrer des éléments dans ce petit exercice. Donc, c'est cette figure. Donc, je définis une cible et je définis les propriétés. Donc, la manière la plus simple de définir un élément centré, c'est d'utiliser le text line center qui permet de définir l'alignement du texte au centre. Donc, ça ne marche pas toujours selon les contextes. Cela dépend de la mise en page par défaut des éléments. Donc, si j'inspecte dans la console, je vois que mon figure, il est comme ça et il a des éléments à l'intérieur. Donc, je vois que son text line est au centre dans le fichier à la ligne 12. Donc, c'est cette ligne 12 qui repère. Donc, c'est tout ça. Et les éléments, on voit que lui, il fait 400 px de large et lui, par contre, il fait 800 px de large. Mais du coup, c'est tout son contenu qui va être centré. Et lui, c'est lui-même qui va être centré par rapport à son parent. Donc, quand on fait text line center sur un élément, tous les enfants qui sont en dessous, en cascade, vont recevoir la propriété text line center. Donc, s'il y avait 5 niveaux d'imbrication, les 5 niveaux d'imbrication recevraient la propriété text line center. Donc, il y a une deuxième manière de centrer les éléments. Donc, il y a une deuxième manière de centrer des éléments, c'est en utilisant du margin auto. Margin auto, par contre, il ne se définit pas sur le parent, il se définit sur les éléments eux-mêmes. Donc, je cible tous les enfants de mon figure. Donc, l'étoile veut dire tous les éléments et l'opérateur chevron fermant veut dire les enfants. Donc, tous les enfants directs de mon figure, je veux leur définir une propriété margin à la valeur
0 vertical et auto horizontal. Donc, on peut mettre 4 propriétés à margin et padding ou 2 propriétés symétriquement. Donc, si je fais ça, j'aurai juste... Donc, si je fais ça, rien ne va se passer parce que le margin auto, il s'applique aux éléments de type bloc. Si j'inspecte mon élément, je vois dans le modèle de boîte de la console sur la partie CSS qu'il n'y a que des tirets sur les valeurs de padding, border et margin. Parce que mon élément, il fait 400 px par défaut. La propriété auto ne peut pas s'appliquer parce que auto s'applique au maximum en fonction de la taille de mon élément sur la ligne. Or que sur la ligne, lui, il n'occupe que 400 px. Par contre, si l'élément est de type bloc, display bloc, du coup, mon élément se centre. Mais le figure, lui, ne se centre pas parce qu'il occupe toute la largeur de l'espace. Par défaut, il est vraiment de type bloc, alors que l'image, elle a une valeur par défaut définie par la taille de l'image elle-même. Donc, si je veux que tous les éléments s'affichent avec la même dimension, je vais utiliser une propriété max width qui est égale à la taille de l'image, enfin de l'élément le plus grand dans les enfants de l'élément que je veux centrer. L'élément que je veux centrer, c'est les éléments qui sont dans figure, et la taille la plus grande, c'est l'image. Donc, si je mets max width à 400 px, du coup, le figure aussi va se centrer au même niveau que l'image. Par contre, on voit qu'il n'est pas centré ici. Je devrais quand même appliquer un text line center ici pour que lui aussi se centre. Mais du coup, si je fais ça, c'est beaucoup plus rapide. Il y a une troisième manière de centrer, c'est d'utiliser la propriété flex. Mais là, c'est un peu compliqué parce que display flex, par défaut, il aligne tous les éléments d'un parent sur la même ligne. Donc, si je mets display flex, on va voir que le figure va arriver sur la même ligne que l'image. Donc, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. On veut que les éléments ils soient sur la même colonne. Donc, du coup, je vais devoir définir l'écoulement de mon display flex, pas en ligne, mais en colonne. Et on utilise la propriété flex direction à colonne. Du coup, les éléments ils s'affichent en colonne, mais on voit que la taille est agrandie. Parce qu'en ligne, l'élément prend toute la hauteur de son parent, et en colonne, il prend toute la largeur de son parent. Donc, si on veut respecter les propriétés par défaut de notre image, on va lui dire que l'image a une taille de 400 px. Et là, du coup, il récupère sa taille par défaut. Et enfin, il faut aligner les éléments. Donc, quand le flex est défini en ligne, on utilise Justify Contents Center, mais là, ils sont en colonne. Donc, on va utiliser plutôt le line item. Donc, je dis tout ça comme si c'est très naturel, mais il faut juste prendre le compte. Et line items à center pour que les éléments soient centrés en mode colonne. Donc, quand on a les éléments en flex, on voit que dans la console, on a un petit bouton flex ici et qui nous montre comment les enfants de cet élément flex se comportent. Donc, ils sont alignés en colonne et ils seront centrés par rapport à align item ici, comme ça. Donc, voilà pour le centrage des éléments. Donc, la meilleure propriété dans ce contexte pour centrer les éléments, ça reste text align center parce qu'elle est la plus directe et la plus simple. Le quatrième exercice, ajouter une bordure continue de la taille et de la couleur de votre choix à la liste à puces. Donc, je vais cibler ma liste à puces. C'est une liste de type non ordonnée, unordoned list, et je définis une propriété border. La seule valeur obligatoire dans border, c'est la valeur de forme. On peut utiliser solid, mais on peut utiliser aussi dotted, et il y a plein d'autres manières. Donc, par exemple, je vais mettre dotted. Du coup, par défaut, il aura une taille de 3px, parce que la taille par défaut de border est 3px, et la couleur par défaut de border est la couleur des caractères de cet élément. Donc, par défaut, on voit que le texte est affiché en noir. La bordure sera elle aussi affichée en noir. Donc, si par exemple, je mets color est égal à blue, on va voir que la bordure aussi va être en bleu.
Par contre, si je mets une couleur ici à orange, on va voir que la bordure sera en orange, mais le texte sera bien en bleu. Je peux définir la propriété de couleur de la bordure avec une propriété à part, border color, à red par exemple. C'est possible aussi de faire ça. Donc voilà pour les bordures. La cinquième question, ajouter une ombre au cadre autour de la liste à puces. Donc pareil aux couleurs dans border, dans box shadow, on peut définir la couleur avec la couleur par défaut de l'élément en question. Les seules valeurs obligatoires pour le box shadow, c'est les coordonnées verticales et horizontales. Donc si je mets 10px en vertical et horizontal, on va voir que j'ai un box shadow par défaut qui est décalé de 10px horizontalement et de 10px verticalement. La valeur par défaut de l'ombre est de 1px et elle se définit en quatrième paramètre. En troisième paramètre, on a d'abord la dispersion de l'ombre. Donc, si je mets par exemple 100px pour que ça se voit bien, on va voir que les 1px de l'ombre vont se diffuser sur 100px. Donc, ça se diffuse sur 100px. Donc, si je mets 1px, on va voir que ça ne change absolument pas. Mais si je monte à 10px, du coup, l'ombre sera un peu plus visible. Et si je monte à 100px, donc ça, c'est la valeur de l'ombre. Et ça, c'est la valeur de la dispersion de l'ombre. Ça, c'est les coordonnées de décalage de l'ombre. Donc, ça se voit encore un peu plus quand on définit la valeur de l'ombre un peu plus grosse. On voit que l'ombre est bien en bleu. Si je veux changer la couleur, je peux la mettre en rose et réduire sa dispersion pour qu'elle se voit encore plus. Et voilà les propriétés. On peut aussi définir l'ombre à l'intérieur du contenu en mettant inset. Donc là, on a l'impression que c'est un background et que ce n'est pas inset parce que l'élément n'est pas très large et que les valeurs sont très fortes. Donc si je reste sur 1px, on va voir que ça se voit beaucoup mieux que c'est une ombre. Donc en général, on reste avec des petites valeurs pour les décalages verticaux et horizontaux. Et voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire pour les ombres. Et en dernière question, afficher les liens en gras lorsqu'on les survole. Donc il n'y a qu'un seul lien dans notre document, c'est celui-là, donc New York. Donc au survol, c'est un pseudo-format. Ça se définit un peu comme je l'ai montré sur les pseudo-éléments avec first line, first letter ou before et after pour les pseudos. Donc first line, first letter, et il y en a plein d'autres, ce sont des pseudo-classes. Before et after, ce sont des pseudo-éléments HTML, parce qu'ils prennent de la place sur le document, mais je ne l'ai pas montré. Et over, focus, et il y en a plein d'autres, ce sont des pseudo-formats. Tous les trois, on les définit avec 2 points après la cible. Donc, dans la console, on a une liste non exhaustive des pseudo-formats qui sont disponibles dans CSS. Donc, on a focus, active, over, visited, il y en a plein, plein, plein. Donc, nous, on nous demande au survol, donc ça va être over. Et sur la balise A, qui est les liens en gras, je vais définir une propriété. Donc, on veut qu'ils soient en gras. Donc, la propriété, c'est font weight. Et VS Code nous propose toutes les valeurs possibles. Donc, on voit qu'on peut écrire du texte ou des valeurs. Les valeurs sont comprises entre 100 et 900. Et le texte, il y a lighter, normal, bold et bolder. Ils représentent tous une valeur parmi 100 et 900. Donc, lighter, c'est 100, normal, c'est 400, bold, c'est 700 et bolder, c'est 900. Je mets bolder. Donc là, je n'ai pas mis le pseudo-format. Je vais le mettre. Je peux lui mettre une color à red au survol et ça s'appliquera juste au survol. Donc voilà pour l'exercice 2. Alors c'est parti pour l'exercice 3. Donc j'ouvre l'exercice 3 dans mon navigateur et je vais sur la page 3. Donc on me dit qu'une balise sémantique nav manque, ajoutez-la au bon endroit. Donc pour rappel, la partie 3 du cours concerne les notions avancées de HTML, mais surtout de CSS. Donc en HTML, on voit les balises sémantiques et en CSS, on voit les mises en page. Flex, position, vertical align et display inline block. Float aussi, par exemple. Donc dans la première question, on me demande de placer une balise nav au bon endroit. Donc j'ai vu dans la correction du cours, ils mettent la balise nav ici. Ils entourent la balise UL d'un nav. Je ne vois pas trop l'utilité, mais c'est comme ça qu'ils utilisent dans le métier la balise nav.
Donc, deuxième point, retirer les puces de la liste à puces. À vous de trouver comment faire. Donc, pour savoir comment faire, on fait souvent des copier-coller qu'on colle dans Google et on trouve la réponse comme ça en général. Donc, comment supprimer, remplacer ou styler les listes à puces? Comment créer une liste sans puce? Donc, directement, on voit UL avec une propriété. On n'a pas trop lu le texte. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est d'appliquer le code. On va créer notre balise de style et on va cibler notre liste et on va mettre notre petite règle et voir si ça fonctionne. Donc, si je supprime la règle et si je l'ajoute, on voit bien que ça supprime la liste. Donc, c'est comme ça qu'on fait des recherches sur des choses que l'on ne connaît pas dans le monde du développement ou de l'informatique en général. Donc, placer le header et le menu côte à côte. Le header et le menu. Donc, pour les placer côte à côte, le menu et le header, on utilise en général la mise en page flex. Donc, on va cibler le parent et on va dire que ces enfants vont avoir un comportement flex. Donc, on peut prendre soit la div, soit l'identifiant. Comme la div, c'est une balise qui peut être répétée à multiples reprises au sein d'une page, on va plutôt privilégier son identifiant. On peut aussi faire body avec le chevron fermant et dire qu'on veut le div qui est ici. Et rien ne nous empêche même de rajouter l'identifiant et faire comme ça. Et on dit display flex. Et du coup, on a bien placé le header et le main côte à côte. Donc, pour la dernière question, afficher les paragraphes en justifié sur 80% de largeur et centrer leur bloc sur la page. Donc, si on veut sur 80%, on est obligé de définir la taille de l'élément. Si on veut centrer leur bloc sur la page, on va utiliser du text line sur les parents ou du margin auto. Donc, on ne va pas utiliser du text line parce qu'on veut que les paragraphes soient justifiables. Donc, le parent des paragraphes, c'est le body. Donc, on ne va clairement pas utiliser text line center. On va plutôt définir la taille des paragraphes et leur dire qu'ils auront un margin auto sur les côtés. Donc, on cible les balises A. On peut faire comme tout à l'heure, hein, body contenant P. Ça va faire body avec tous les enfants directs qui ont P. Et on définit les propriétés juste derrière. Donc, on veut qu'ils aient une taille à 80%. On voit que c'est un peu changé. Et un margin à 0 et auto. Du coup, il va être centré comme ça. Donc, on peut mettre un petit margin bottom à 1 EM. Donc, voilà pour l'exercice pratiqué. Donc, j'ai copié tous les exercices vierges dans un dossier. Je vais créer un repository sur GitHub où vous pourrez avoir accès à ces petits exercices directement en regardant cette vidéo. Juste après, vous pourrez pratiquer vous-même ces petits exercices et les faire par vous-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode avec la réalisation de votre CV.